Bonjour, nous continuons notre cours comme convenu. Nous aborderons dans cette deuxième séance certains principaux centres de régulation neuro-endocrinienne, en commençant par des rappels sur l'axe hypothalamo-hypophysaire. J'insisterai notamment sur certains noyaux de l'hypothalamus médio-basal intervenant dans ces régulations neuro-endocriniennes, ainsi que sur les noyaux suprachiasmatiques, très importants dans la régulation des rythmes biologiques. Vous aurez l'occasion aussi de voir avec le professeur Madame Mevoul d'autres centres hypothalamiques importants, comme les noyaux paraventriculaires, les noyaux supraoptiques, impliqués dans d'autres régulations en relation avec le stress, la balance hydrique, etc. Tous ces noyaux et ces éléments seront repris en TP numéro 1, ce qui vous aidera à mieux comprendre l'anatomie de ces noyaux hypothalamiques en relation avec leur rôle fonctionnel. De point de vue localisation, l'hypothalamus est cette structure cérébrale colorée en bleu, située sous le thalamus, vous avez le thalamus ici, l'hypothalamus, et est reliée à l'hypophyse par la tige pituitaire. Sur le plan anatomique, l'hypothalamus est organisé en plusieurs noyaux. Rappelons que les noyaux correspondent à des regroupements de corps cellulaires. Il est limité en haut par la commissure antérieure, c'est de la substance blanche en avant du fornix. En bas, la région du chiasma optique. Derrière, nous avons le corps mammillaire. Donc, au sein de l'hypothalamus, on trouve plusieurs noyaux nommés selon leur emplacement dans cette structure cérébrale. Par exemple, le noyau hypothalamique latéral situé du côté latéral, noyau antérieur vers la partie antérieure de l'hypothalamus, l'aire préoptique ou la région préoptique au-dessus du chiasma optique, donc dans la partie au-dessus du chiasma optique et des noyaux suprachiasmatiques. Les noyaux suprachiasmatiques contiennent donc des noyaux localisés et directement disposés sur le chiasma optique. Le noyau ventromédian, dans la région ventromédiane de l'hypothalamus, le noyau postérieur vers l'arrière, le noyau dorsomédian hypothalamique et le noyau dorsal hypothalamique. Donc, en gros, les différents noyaux sont nommés selon leur emplacement dans l'hypothalamus. Aussi, donc, vue générale, l'hypothalamus est lié. Alors, en bas de l'hypothalamus, on trouve sa relation avec la glande hypophysaire, composée par deux lobes, l'hypophyse antérieure et l'hypophyse postérieure, via la tige hypophysaire. Sur une coupe longitudinale du cerveau du rat blanc, on a la région de l'hypothalamus située sous le thalamus. On peut trouver ici le chiasma optique vers l'avant de l'hypothalamus, donc le chiasma optique en relation avec les nerfs optiques. Vers l'arrière de l'hypothalamus, on a la glande pituitaire dont la forme est un peu différente de celle de l'homme, mais il est relié à l'hypothalamus aussi par une fine tige pituitaire ou la tige hypophysaire. Au sein de l'hypothalamus, on peut trouver les différents noyaux hypothalamiques qui sont mieux visibles en coupe transversale. Ici, vous avez des schémas du cerveau du rat blanc, avec ici une coupe longitudinale montrant le niveau de deux coupes. Donc, deux niveaux de coupe. Une coupe passant par la région du chiasma optique, donc c'est vers l'hypothalamus antérieur, et le deuxième niveau de coupe étant réalisé au niveau de l'hypothalamus médian, en plein hypothalamus. Je vous précise que dans le TP numéro 1, nous aurons l'occasion de faire les deux niveaux de coupe et voir de près l'organisation anatomique de ces noyaux hypothalamiques. Alors pour les deux coupes, donc c'est des coupes transversales, donc on regarde de face, on a une allure circulaire pour les deux coupes, avec une symétrie bilatérale au niveau du cerveau. Donc, ce qu'on a au niveau de l'hémisphère droit, on l'a aussi dans l'hémisphère gauche,
Alors, rappelons, on peut facilement repérer et identifier les grandes structures au niveau des deux coupes cérébrales. Alors, concernant le premier niveau de coupe, donc passant par la région du chiasma optique, on peut voir la partie de la face dorsale vers la face basale. On peut noter la région, donc ici, c'est la partie superficielle des hémisphères cérébraux, donc c'est le cortex cérébral. Donc, nous avons ensuite le corps calleux qui correspond à des neurofibres commissurales qui relient l'hémisphère cérébral droit à l'hémisphère cérébral gauche. En dessous, on trouve la région septale, le septum. Plus en dessous, nous avons le thalamus et plus en dessous, la région de l'hypothalamus antérieur ou la région préoptique. Donc, c'est la région ici. Et en bas, vers la partie basale, nous avons le chiasma optique. Les ventricules, les cavités du cerveau, les ventricules cérébraux sont ici colorés en rouge. Ce sont des cavités qu'on a vues la dernière fois et qui contiennent in vivo du liquide céphalorachidien. Alors, dans la région basale, dans l'hypothalamus médio-basal, qu'est-ce qu'on constate? Remarquons l'allure du ventricule dans cette première coupe. Regardez le ventricule qui est perpendiculaire au chiasma optique. Et comme noyau hypothalamique, on peut repérer dans ce niveau de coupe le noyau paraventriculaire hypothalamus situé de part et d'autre du troisième ventricule dans la face dorsale. Nous avons la région de l'hypothalamus latéral vers les côtés. Donc, on a la région de l'hypothalamus latéral ici et ici. Le fornix et la région périfornicale, ce sont des cordons blanchâtres qui relient le système, l'hippocampe à l'hypothalamus. Donc, ce sont des repères. C'est de la substance blanche au sein de l'hypothalamus. Concernant le deuxième niveau de coupe, celui qui passe par l'hypothalamus médio-basal, on retrouve donc le cortex cérébral, le corps calleux, toujours les neurofibres commissurales qui relient l'hémisphère cérébral droit et gauche, mais en dessous, on retrouve une autre structure qu'on a vue la dernière fois, qui se trouve à l'intérieur du noyau, l'hippocampe. Rappelez-vous, il fait partie du système limbique, c'est du cerveau. Donc, on a l'hippocampe. Ensuite, c'est le thalamus. Et ensuite, la région de l'hypothalamus dans la partie basale du cerveau. Alors, remarquez l'allure du troisième ventricule qui change. Donc, au lieu d'être fermé là, il s'élargit vers la base du cerveau. Donc, on peut reconnaître, selon l'allure du ventricule, on peut savoir qu'on est bien dans l'hypothalamus médio-basal. Donc, parmi les noyaux rencontrés dans cette coupe, on note le dorsomédian, le noyau dorsomédian hypothalamique, le noyau ventromédian hypothalamique, l'hypothalamus latéral, ou la région l'aire hypothalamique latérale. On retrouve les fornix, bien sûr, les petits cordons de la substance blanche du fornix. Mais remarquez que dans la région basale du cerveau, bien sûr, on a un autre noyau qui borde le troisième ventricule et qui prend la forme d'un triangle. C'est le noyau arqué de l'hypothalamus. Dans la partie tout à fait basale de l'hypothalamus, remarquons donc c'est une zone, c'est une fine membrane qui sépare le cerveau, qui limite le cerveau, c'est la région de l'éminence médiane, une zone d'échange très importante entre la périphérie et le système nerveux central et qu'on verra dans les régulations neuroendocriniennes. Donc, le premier niveau de coupe, on a comme repère, vous avez le chiasma optique, donc c'est de la substance blanche, c'est les nerfs optiques qui se croisent, donc au niveau microscopique, on arrive facilement à déceler de la matière blanche, donc tout à fait claire à la base du cerveau. Dans la région de l'hypothalamus médian, on a l'éminence médiane, une fine membrane, c'est du tissu neuronal, du tissu nerveux, généralement, qui borde la limite de l'hypothalamus basal. Sur le plan fonctionnel, l'hypothalamus est connu comme étant le centre d'intégration de plusieurs facteurs environnementaux
Ces cellules sont des neurones sécrétoires qui peuvent synthétiser des molécules, des neuromédiateurs. Par exemple, ici sur cette coupe schématique, on peut reconnaître facilement une coupe transversale de l'hypothalamus au niveau de l'hypothalamus médian avec le troisième ventricule qu'on vient de voir qui s'élargit vers la base, la région de l'éminence médiane et la région du noyau arqué de l'hypothalamus avec des populations neuronales très intéressantes schématisées par des cercles correspondant au corps cellulaire et leur projection, les axones qui généralement projettent vers d'autres structures cérébrales. Alors ces neurones, ces populations neuronales reçoivent des messages venant de la périphérie, venant des hormones périphériques, par exemple de l'insuline, de leptine, des messages hormonaux de l'estomac, par exemple la grénine, et ils intègrent ces informations et jouent un rôle prépondérant dans les régulations neuroendocriniennes en relation avec la balance énergétique, notamment pour réguler la prise alimentaire et la dépense énergétique. Par conséquent, c'est des régulations en relation avec, bien sûr, le poids corporel. Alors, les régulations neuroendocriniennes liées à cette homéostasie énergétique seront abordées dans le TD, dans la séance 1 des travaux dirigés. Aussi, et comme rappel, sur le plan fonctionnel, l'hypothalamus contient aussi des cellules endocrines qui envoient des messages hormonaux dans le sang, notamment ce qu'on appelle les neurohormones. Par exemple, la GnRH, la gonadotropine release une hormone étant synthétisée dans les neurones de l'hypothalamus. C'est l'exemple classique que vous connaissez et que vous avez vu lors de l'étude de la fonction de reproduction. Donc, au niveau des neurones hypothalamiques, on peut avoir de la GnRH. Les neurones synthétisent la GnRH, ils la libèrent au niveau de l'éminence médiane. Elle est déversée pour aller stimuler les cellules gonadotropes de l'adénohypophyse pour donner la LHFSH qui vont agir sur les gonades et qui vont donner les hormones sexuelles. Le deuxième élément de l'axe hypothalamo-hypophysaire, c'est l'hypophyse. Alors, une vue de face du cerveau humain. L'hypophyse, c'est cette glande de la taille d'un petit pois qui se trouve dans une cavité osseuse. Elle est reliée à l'hypothalamus par, comme on l'a vu tout à l'heure, par une tige hypophysaire, également appelée tige pituitaire. Elle est considérée comme la glande maîtresse de notre corps car elle gouverne tout le système endocrinien. Donc on parle d'hypophyse ou glande pituitaire ou la tige hypophysaire ou la tige pituitaire. Un schéma plus grand montrant la région de l'hypothalamus avec la tige hypophysaire et la glande hypophyse localisée dans la fosse hypophysaire au niveau de l'os sphénoïde du crâne. L'hypophyse est composée principalement de deux lobes, l'adénohypophyse ou le lobe antérieur de l'hypophyse et la post-hypophyse ou la neurohypophyse, avec un lobe intermédiaire dont on parlera tout à l'heure. Remarquons tout d'abord la circulation de sang dans les deux lobes. L'adénohypophyse est très irriguée par l'artère hypophysaire supérieure qui se ramifie en un plexus capillaire primaire dans la région de l'éminence médiane. C'est là où se fait le contact avec les terminaisons nerveuses hypothalamiques. Ensuite, le sang est véhiculé vers l'adénohypophyse où se forme un plexus secondaire des capillaires. D'une manière plus claire, on peut voir ici
l'irrigation sanguine par le système porte-hypophysaire qui permet aux hormones hypothalamiques d'atteindre l'adéno-hypophyse sans passer par la circulation générale. Donc, on parle d'un système porte-hypothalamo-hypophysaire qui relie la région hypothalamique avec l'adéno-hypophyse. Donc, vous avez des noyaux hypothalamiques qui produisent des neurohormones. Ils libèrent ces neurohormones au niveau du système porte-hypophysaire. Ces neurohormones arrivent à l'adéno-hypophyse. Ils agissent sur les cellules adéno-hypophysaires et qui sécrètent les hormones dans la circulation générale. Donc, le système porte-hypothalamo-hypophysaire est spécifique à la partie, au lobe antérieur de l'hypophyse, à l'adéno-hypophyse. Le lobe postérieur est différent. Il contient surtout des axones et des terminaisons nerveuses qui libèrent directement leur contenu dans la circulation générale. C'est pourquoi il est appelé neurohypophyse, parce que la neurohypophyse est principalement composée par des terminaisons nerveuses et des axones dont les corps cellulaires se trouvent plus loin dans l'hypothalamus. Donc, en résumé, la fonction endocrine de l'hypothalamus est assurée par des cellules neurosécrétoires. Sur le plan fonctionnel, ces neurones sécrétoires sont de deux catégories. Des neurones parvicellulaires, c'est-à-dire de petites dimensions. Leur corps cellulaire forme un ensemble de noyaux hypophysiotropiques. Leur axone est relativement court. Il se termine au contact du plexus capillaire où sont sécrétées les hormones, c'est-à-dire les neurohormones, les facteurs de libération qui peuvent être des stimulateurs ou des inhibiteurs et qui contrôlent le lobe antérieur de l'hypophyse, l'antéhypophyse. Par exemple, et comme on vient de le voir, le gène RH libéré ici, agit sur les cellules gonadotropes pour sécréter la FSH et la LH. La tyrosine release une hormone, la TRH, le facteur de libération des hormones thyroïdiennes, lorsqu'il est libéré dans le système porte, va agir sur les cellules qui fabriquent la TSH, c'est-à-dire la thyroïde stimulating hormone, l'hormone qui va stimuler la thyroïde. Le CRH, la corticorolysine hormone ou le facteur de libération des corticotropines va agir sur des cellules spécialisées à donner la CTH. Et il y a d'autres hormones donc indiquées. Le deuxième type de neurones neurosécrétoires, c'est des neurones magnocellulaires de grande dimension. Leur corps cellulaire forme des noyaux situés dans l'hypothalamus, notamment les noyaux supraoptiques et les noyaux paraventriculaires. Et les fibres, généralement, sont projetées dans la neurohypophyse pour sécréter deux hormones essentielles dans la neurohypophyse, dans la circulation générale au niveau de la neurohypophyse, l'ocytocine et l'hormone antidiurétique ou la vasopressine. Donc, ces neurones synthétisent l'ocytocine et la vasopressine qui restent stockées et sécrétées au niveau de la neurohypophyse. Ils passent ensuite dans la circulation générale pour agir sur les organes effecteurs. Sur une coupe histologique d'un rongeur, on peut voir la disposition de l'hypophyse sous l'hypothalamus, la tige hypophysaire qui relie l'hypothalamus à l'hypophyse, les deux lobes de l'hypophyse, le lobe antérieur, l'adénohypophyse, le lobe postérieur ou la post-hypophyse. On peut trouver entre les deux ce qu'on appelle le lobe intermédiaire, qui est composé d'une population homogène de cellules endocrines. Contrairement aux deux autres lobes, le lobe intermédiaire ne contient pas ou très peu de vaisseaux sanguins.
Un élément important dont je veux vous parler aussi, c'est la pars tuberalis, ce qui est marqué en PT ici, la pars tuberalis. C'est une gaine très vascularisée. À cause de la coloration histologique, là, on ne voit pas clairement la vascularisation, mais c'est une gaine qui est très vascularisée et qui enveloppe la tige pituitaire. Elle joue un rôle très important dans les régulations neuroendocriniennes de la saisonnalité, comme nous allons le voir à la fin de mon cours. Alors, schématiquement, vous avez ici la disposition, donc la représentation schématique de ce que vous avez en coupe histologique avec la région de l'hypothalamus, donc le troisième ventricule, la région du chiasma optique, donc le chiasma optique, l'adénohypophyse en rose, très vascularisée. Donc la pars tuberalis fait partie de l'adénohypophyse, c'est une enveloppe c'est une gaine qui enveloppe la tige hypophysaire. Et vous avez l'adénohypophyse. Vous avez le lobe intermédiaire entre les deux. Le lobe nerveux, c'est-à-dire la post-hypophyse ou la neurohypophyse. La tige hypophysaire. Et la région de l'éminence médiane, bien sûr, où sont libérées les neurohormones, comme on vient de voir tout à l'heure. Donc, ce qui est important à retenir, c'est que la pars tuberalis fait partie du lobe antérieur de l'hypophyse. Elle enveloppe la tige pituitaire. Elle est très vascularisée et joue un rôle très important dans les mécanismes de l'adaptation aux saisons. Après ces rappels très intéressants sur l'axe hypothalamo-hypophysaire, on passe à d'autres noyaux hypothalamiques très importants dans la genèse des rythmes biologiques chez les mammifères. Les noyaux suprachiasmatiques sont formés d'un regroupement de neurones. Ce sont des noyaux gris. C'est une structure hypothalamique paire située symétriquement de part et d'autre du troisième ventricule, au-dessus du chiasma optique. Ici, c'est un marquage par fluorescence, donc les deux noyaux suprachiasmatiques. Alors, d'une manière plus claire, sur ce schéma, donc, la localisation des noyaux suprachiasmatiques, nous avons une coupe transversale avec le chiasma optique en bas, le troisième ventricule perpendiculaire au chiasma et les deux noyaux suprachiasmatiques de part et d'autre du troisième ventricule. In vitro, lorsqu'on met une cellule de noyau suprachiasmatique en culture, chacune des cellules présente un rythme d'activité circadienne qui dure plusieurs semaines en culture, ce qui montre que chaque cellule contient sa propre machinerie et est capable de générer des oscillations circadiennes. Plus tard, on a découvert que les noyaux suprachiasmatiques constituent l'horloge centrale de notre corps et on verra plus en détail les mécanismes de fonctionnement de cette horloge biologique dans le chapitre 2. Avec les avancées considérables des techniques morphofonctionnelles, notamment l'hybridation in situ, l'immunocytochimie, ici une coupe d'hybridation in situ montrant le marquage des noyaux suprachiasmatiques juste au-dessus du chiasma optique, le troisième ventricule, donc perpendiculaire. Et grâce aux techniques notamment immunocytochimiques, on a découvert que les neurones de ces noyaux suprachiasmatiques contiennent et sont capables de synthétiser des molécules, des neuromédiateurs, des neurotransmetteurs, notamment les neuropeptides et d'autres molécules aussi comme le glutamate, le GABA qu'on trouve dans ces noyaux. Alors, sur le schéma, nous avons le chiasma optique, le troisième ventricule perpendiculaire et les molécules qu'on a découvertes chez les rongeurs, notamment la vasopressine, la somatostatine, le VIP, etc.
À droite, sur un schéma beaucoup plus agrandi, on représente le chiasma optique en jaune, le troisième ventricule et les deux noyaux suprachiasmatiques. Alors, parmi les neurones qu'on trouve dans ces noyaux suprachiasmatiques, il y a surtout les neurones à vasopressine, les neurones à vasoactive intestinale peptide qui sont colorés en bleu et les neurones à GRP colorés en petits carrés orange. En se basant sur la morphologie et le contenu peptidergique de ces neurones, les noyaux suprachiasmatiques des rongeurs, en général, ont été divisés en deux principales parties. La région ventrolatérale, ou ce qu'on appelle le corps, qui contient majoritairement les neurones à peptides, à vasoactive intestinale peptide. Donc, la partie ventrolatérale riche plus en VIP et avec des neurones AGRP. Alors que la région dorsomédiane ou shell contient majoritairement des neurones à vasopressine. Donc, on trouve surtout des neurones vasopressines dans la région dorsomédiane ou ce qu'on appelle le shell. Donc, on parle d'une régionalisation de l'expression des neuropeptides dans ces noyaux suprachiasmatiques avec une localisation de l'AVP dans la région dorsomédiane, une localisation des neurones à VIP et à GRP dans la partie ventrolatérale. Par ailleurs, ces noyaux suprachiasmatiques reçoivent des afférences nerveuses, des entrées, et c'est dans le corps que le noyau suprachiasmatique reçoit ces afférences photiques et non photiques. Alors que de la région dorsomédiane ou du shell, on a surtout des efférences, c'est-à-dire des projections vers d'autres structures cérébrales, c'est-à-dire des sorties vers d'autres structures cérébrales. Alors, parmi les voies afférentes au noyau suprachiasmatique, au centre, nous avons le noyau suprachiasmatique avec toutes les afférences qui entrent dans ce noyau suprachiasmatique. Alors, parmi ces voies neuronales, on a des voies qui véhiculent des signaux photiques en relation avec la lumière. Ce sont les traits pleins. Et il y a des voies neuronales non photiques représentées par des traits discontinus, par des pointillés. Alors, parmi les signaux photiques en relation avec la lumière, on assiste à deux voies principales, remarquons donc l'œil ou la rétine qui perçoit la lumière, envoie les messages photiques via deux voies principales. Une voie directe qui va directement au noyau suprachiasmatique et qui met en jeu le glutamate et la substance P, et une voie indirecte qui met en jeu le feuillet intergéniculé latéral avant d'arriver au noyau suprachiasmatique, mettant en jeu comme neurotransmetteur le NPY. Donc, les signaux photiques sont transmis au noyau suprachiasmatique, soit par voie directe, soit par voie indirecte via le feuillet intergéniculé latéral. Concernant les voies neuronales non photiques, et on entend par non photique des signaux en relation, par exemple, avec la prise alimentaire, le moment de la prise alimentaire, l'odorat, le stress, les émotions. Donc, il y a plusieurs signaux qui peuvent envoyer des projections vers le noyau suprachiasmatique et qui peuvent agir sur notre horloge biologique. On trouve notamment, par exemple, des afférences provenant du télencéphale basal, mettant en jeu l'acétylcholine, le ventromédian hypothalamique qui envoie des afférences vers le noyau suprachiasmatique avec comme neurotransmetteur le glutamate, le noyau de Raffet, c'est un noyau qui se trouve dans le tronc cérébral et qui peut agir sur le noyau suprachiasmatique par voie directement en mettant en jeu via la sérotonine, ou aussi du Raffet dorsal, on peut avoir des projections indirectes libérant la sérotonine au niveau du feuillet intergéniculé latéral avant d'arriver au noyau suprachiasmatique. Donc, en résumé, les signaux qui vont vers le noyau suprachiasmatique peuvent arriver selon deux voies. Une voie
direct rétino-hypothalamique direct située dans la région ventrolatérale des noyaux suprachiasmatiques et une voie géniculo-hypothalamique qui peut présenter des relais, c'est-à-dire qu'on peut avoir des projections qui passent par le feuillet intergéniculé latéral avant d'arriver au noyau suprachiasmatique. Aussi, d'autres poissons ont été mis en évidence, comme par exemple le noyau de Raffet, qu'on a vu, et qui reçoit des afférences rétiniennes innervant le noyau suprachiasmatique par un faisceau dense des fibres de nature, surtout sérotoninergique. Concernant les principales voies efferentes des noyaux suprachiasmatiques, alors de ce noyau suprachiasmatique et de la partie dorsomédiane de ce noyau suprachiasmatique, plusieurs voies neuronales de sortie. Donc, c'est des efférences qui vont aller vers la région préoptique. On a plusieurs projections donc vers le noyau paraventriculaire, vers le noyau paraventriculaire thalamique, dans le noyau dorsomédian. Le noyau suprachiasmatique projette aussi vers le ventromédian. Mais parmi ces efférences, on assiste à une de ces efférences qui est très importante et qui envoie des relais plus longs, des voies neuronales, vers la colonne vertébrale et vers le ganglion cervical supérieur pour aller innerver la glande pinéale, agissant ainsi sur la sécrétion de la mélatonine. Donc, en résumé, concernant ces voies efférentes, les principales voies sont celles qui énervent les noyaux hypothalamiques, notamment les noyaux paraventriculaires, les noyaux dorsomédians et ventromédians. Et parmi les rythmes générés par les noyaux suprachiasmatiques, celui de la sécrétion de la mélatonine est l'un des mieux connus. L'information, alors sur un schéma plus clair, l'information, que ce soit la présence ou l'absence de lumière, elle est perçue par les cellules ganglionnaires de la rétine, des cellules qui expriment un photopigment particulier, la mélanopsine. Le message est alors directement envoyé au noyau suprachiasmatique via le tractus rétino-hypothalamique, via les nerfs optiques jusqu'au noyau suprachiasmatique. Ensuite, l'information est transmise via une voie multisynaptique. On a des synapses, donc plusieurs neurones et plusieurs synapses, jusqu'à la glande pinéale. Le premier relais, donc, c'est celui du noyau suprachiasmatique vers le noyau paraventriculaire. Ensuite, des voies neuronales qui relient le noyau paraventriculaire à la colonne intermédiolatérale de la moelle épinière. Et ensuite, via le système sympathique, notamment un premier neurone préganglionnaire, via le neurone préganglionnaire qui arrive jusqu'au ganglion cervical supérieur. Le message est ensuite envoyé au neurone postganglionnaire qui innerve la glande pinéale, qui, en sécrétant la noradrénaline, va stimuler la synthèse de la mélatonine et la sécrétion nocturne de la mélatonine dont la durée varie en fonction de la durée des jours courts ou des jours longs, donc selon qu'on est en saison d'hiver ou en saison d'été. Alors je m'arrête là pour cette séance et je consacrerai la prochaine séance à la glande pinéale, à la synthèse de la mélatonine et au mécanisme d'action de cette hormone. Je vous remercie pour votre attention.